Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui puisque ça y est, nous sommes au mois d'octobre et comme vous le savez, le mois d'octobre rime avec cette championship, ça va être le moment d'aller gagner cette petite Mirabelle qui est tout simplement magnifique et pour s'y préparer au mieux, je vous propose une vidéo où on va essayer de voir en profondeur la méta à l'heure actuelle pour vous aider si possible à faire le meilleur choix de deck pour mettre toutes les chances de votre côté pour gagner cette fameuse Mirabelle. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos évidemment. Comme d'habitude, les decklists seront en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus également. Et on passe, donc j'ai préparé 8 decks. Si je ne me trompe pas, 7 ou 8. Le 8e, c'est un petit peu un méta-call, quelque chose que je sens arriver. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais voilà, c'est un petit peu ma decklist un petit peu à moi. Sinon, je les ai classés un petit peu du moins fort, si je puis dire, jusqu'au plus fort, même si voilà, ça dépendra aussi énormément de votre niveau de jeu sur le deck. On va commencer tout de suite avec le deck qui aurait pu être l'attraction du 7-5. C'est évidemment le deck aggro violet jaune avec en star la Daisy rendez-vous de Donald. Mais voilà, le deck peut surprendre évidemment, il va vous demander quand même d'être bien joué, parce que, enfin, contrairement à ce qu'on pense, un archétype aggro, enfin, je pense en tout cas que c'est pas si simple à jouer que ça. Il suffit pas juste de vomir sa main et de voir ce que ça fait. Il faut un petit peu ressentir, un petit peu. Il faut être en fait prendre les devants dans la partie, mais prendre les devants en ne faisant pas des all-in à chaque tour. Donc c'est assez dur à jouer. C'est d'autant plus dur à jouer que le gris. Il domine pas la méta, mais en tout cas il va vraiment vous mettre un stop énorme. Je pense évidemment à l'Amber Steel Song qui va tout simplement vous dire non, toi tu gagneras pas, ce sera un 2-0 quasiment fait. Or évidemment si vous jouez extrêmement bien le deck, sinon par contre ce deck là peut vraiment surprendre à peu près tous les decks. Quand il commence la partie, je pense qu'il est très solide. Quand il est sur la pioche, c'est-à-dire quand vous êtes deuxième joueur, je pense que c'est beaucoup plus dur d'arriver au moment où vous allez prendre l'ascendant, un petit peu la bascule pendant la partie, le moment où vous allez passer devant et où l'adversaire va tout simplement jamais réussir à vous rattraper. Bon, cette decklist là, elle est quand même faite pour gagner, enfin faite pour ne pas s'essouffler, parce que un des vrais problèmes du deck aggro jusqu'à présent, et même encore un petit peu mais beaucoup moins maintenant, c'est qu'en fait vous arriviez globalement à atteindre les 14-15 de l'or et ensuite c'était un peu l'essoufflement. Vous alliez juste poser une créature, voir ce que ça donne. Si l'adversaire vous la détruit, bah vous faisiez rien. Maintenant ça a changé, on va passer à la decklist parce que évidemment je parle beaucoup et vous voulez certainement voir plutôt les decklists. Donc évidemment qui dit deck aggro dit énormément de tours 1, on en a 16 plus 8, 24, quasiment la moitié du deck contient des cartes qui coûtent 1, tout simplement. 4 Daisy, parce qu'on l'a vu, c'est un petit peu la star des decks aggro, enfin celle qui rend en tout cas les decks aggro plus compétitif qu'avant. Avant, globalement, vous jouiez des cartes qui étaient trop fragiles pour pouvoir espérer gagner un BO2 et gagner un BO3. Donc la Daisy corrige un petit peu tout ça, une 1-4 pour un non-ancrable killer 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, il peut la prendre en main, sinon il la place sous sa pioche. Alors heureusement, il y a cette petite contrepartie, à savoir que votre adversaire va piocher, en fait, va globalement toujours avoir une grosse main quand vous jouez les Daisy. Heureusement elle est assez dure à aller chercher au début. En fin de partie aussi, poser une 1-4, enfin 4 de volonté, ça demande une assez grosse gestion. Donc c'est un petit peu la star de votre deck, la carte que vous voulez pas forcément au tour 1, même si bon, ça prend le board et ça le tient plutôt facilement. On complète les tours 1 avec évidemment l'indétrônable Lilo, faisant un vœu dans les decks à vocation agressive. Elle est toujours aussi forte, une 1-1 pour 1 killer 2. On a évidemment son homologue en violet, la maléfique
magnifique Attendant son heure, exactement la même carte, 4 aussi. On complète ces tours 1 avec de la pioche, puisque un autre problème que peut rencontrer le deck aggro, c'est qu'en fait vous allez jouer beaucoup de cartes de votre main à chaque tour, très vite, et donc forcément en jouant beaucoup de cartes, vous ne piochez naturellement qu'une carte par tour, donc vous allez vite vous essouffler. Si l'adversaire vous détruit le board, vous êtes globalement très mal. C'est pour ça qu'on va incorporer 3 adeptes de Chernabog qui vous permettent, lorsque vous les envoyez à l'aventure, de piocher une carte. Alors oui, vous perdez une créature sur le board et donc potentiellement un loreur pour les tours d'après, mais vous vous assurez de piocher une carte et donc de pouvoir pourquoi pas poser une autre carte redressée qui sera plus dure pour l'adversaire à aller chercher. Dans la même idée, on a évidemment les balais magiques, gardiens de l'illuminarium, pardon, une 1-2 pour 1 ancrable Killer 1. Chaque fois que vous jouez un autre personnage, cette fois-ci, vous pouvez, pareil, bannir cette carte pour piocher une carte en plus. On complète avec, évidemment, le Pascal. Pourquoi on n'en met pas 4? Parce que tout simplement, quand elle est toute seule sur le board, c'est une carte somme toute mauvaise. Dès que vous avez un board un peu plus conséquent, c'est plus fort, mais évidemment 2 ça suffit, parce que maintenant il y a d'autres très bons tour 1, donc on peut se permettre de baisser un petit peu le nombre de Pascal, même si ils peuvent vous aider à grappiller des petits points par-ci par-là et vous aider du coup à atteindre la victoire. Ensuite, les tours 2, on n'en joue qu'un seul tour 2, qu'une seule créature en tour 2, c'est évidemment le Porcinet, capitaine pirate de Winnie, une 2-2 pour 2 ancrable Killer 1. Tant que vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, ce personnage gagne plus 2 de lore, donc ça devient un loreur très agressif, à la condition bien évidemment que vous ayez 2 autres personnages en jeu. Vous en doutez, vous jouez un deck aggro avec une curve très basse, c'est donc pas si compliqué que ça de réussir à mettre 2 autres créatures pour booster votre Porcinet. Ensuite, on enchaîne avec les 2 tours 3. 2 tours 3 qui, à mon sens, vous permettent de ne pas vous essouffler en milieu fin de partie. C'est évidemment le Balou. Alors je ne dirai pas son sous-titre parce que je vais certainement mal le prononcer, mais c'est une 0-3 pour 3 non ancrables Killer 1 qui a rempart, ça peut être important, et surtout lorsque ce personnage est banni de quelque manière que ce soit, vous allez tout simplement gagner 2 de l'or. Donc hormis bien évidemment si votre adversaire joue bleu et vous la met en encre, toutes les autres dès que Balou rejoint la défausse, peu importe la manière, il va l'aurer 2. Ça va vous aider grandement à atteindre les 20 de l'or en fin de partie, milieu fin de partie, puisque vous en doutez, votre board va être de plus en plus soumis à rude épreuve avec les agressions de votre adversaire. Le Balou, en plus de vous permettre de protéger un petit peu votre Daisy, vos Lilo, enfin vos petits tourins qui l'orent beaucoup, il va vous assurer 2 points de l'or si l'adversaire l'adversaire sera obligé globalement de le prendre en compte, et ça vous permettra d'avoir 2 petits points de l'or en plus. L'autre très bon tour 3 qui a rejoint ce pack aggro, c'est évidemment le Donald Mousquetaire Soldat, une 2-3 pour 3 ancrable, cette fois Killer 1, qui a le rempart aussi. On ne joue plus les Simba remparts, ils ne font pas assez de choses, ils étaient très bons avant, enfin très bons, ils comblaient cette case un petit peu où vous aviez besoin de protéger vos petites créatures. Là maintenant vous en avez plus besoin, vous allez tout simplement pouvoir jouer des cartes comme Donald qui sont un peu plus chères certes, mais qui ont un effet qui est beaucoup plus intéressant. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Et bien tout simplement ça vous permet encore une fois de créer ces petits points de l'or surprise qui peuvent totalement déstabiliser votre adversaire. On pense bien évidemment au tour 1 un peu n'importe lequel, celui que vous voulez, tour 2 Porcinet, tour 3 vous posez un Donald, vous activez le Porcinet parce que vous avez 2 autres créatures en jeu, et en plus vous pouvez booster une autre de vos créatures avec le Donald. C'est la sortie un petit peu rêvée que veut faire les aggros contre tous les match-ups pour vraiment l'aurait très agressivement le plus vite possible. Ensuite on joue quand même un petit peu le package Boons avec notamment la Madame Im Renard qui peut vous permettre de nettoyer un petit peu, de prendre un value trade, de prendre un trade en fait qui vous arrange pour le reste de votre board, et surtout évidemment
de reprendre en main une carte qui vient de partir à l'aventure pour pouvoir la reposer à faible coût. Je pense naturellement au tour 1. Vous allez pouvoir l'orer avec, les reprendre avec Madame Mime et les reposer, redresser. Ça les protège, ça vous fait gagner tout simplement des points de l'or un petit peu gratuits. C'est très important dans ce deck là. Ensuite, pour avoir un petit peu de présence sur le board, vous pouvez évidemment jouer, je vous propose de jouer des Merlin Crabes, seulement un, puisque en fait vous avez le package Boons. La plupart du temps ce sera pas votre plan de jeu, mais il peut arriver certaines parties, notamment si vous jouez des match-up miroirs, où le Merlin Crabe peut tout simplement faire la différence, vous permettre de prendre des trades sur des daisies adverses et vous permettre tout simplement de gagner des trades et donc de gagner le board plus facilement et donc de gagner la partie à terme. Ensuite on joue quand même 4 réponses. Alors réponse, c'est toujours pareil, c'est un très bon moteur de pioche. On l'a joué pas dans les decks aggro avant, mais c'est parce qu'on n'avait pas de Daisy dans les decks avant, et maintenant que vous avez des bodies un peu plus conséquents, vous pouvez profiter de la pioche de votre réponse. Si vous y arrivez, évidemment ça devient très fort, puisque la deuxième chose compliquée en aggro, j'en ai déjà parlé, c'est évidemment de pouvoir toujours proposer des cartes à votre adversaire, donc d'avoir toujours une main pleine. Pour activer la réponse un peu plus facilement, on va embarquer des Madame Mime éléphant. Alors pourquoi Madame Mime éléphant? C'est pas forcément tout le temps courant dans les decklists, tout simplement parce qu'elle a 7 de volonté, c'est plutôt énorme. Elle va aussi vous permettre d'activer votre réponse, donc de vous permettre de piocher, et surtout passivement elle va vous permettre de gérer par-ci par-là les créatures adverses avec sa capacité coup en douce. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 jetons dommages de ce personnage vers un personnage adverse. Et bien en fait, vous, ce que vous voulez surtout pas faire en aggro, c'est perdre du temps à prendre des trades. Vous voulez globalement aller le plus vite possible, donc tous les tours il faut partir à l'aventure pour l'orer. La Madame Mime en éléphant, elle vous permet de continuer à partir à l'aventure et en même temps de pouvoir pourquoi pas prendre des petites créatures en face qui vous embêtent. Donc elle est très intéressante. En plus, elle, pour le coup, de pouvoir aller chercher un trade, survivre et vous permettre de jouer une réponse pour piocher, c'est une pièce très intéressante dans votre stratégie pour gagner un petit peu sur les parties qui sont un peu plus dures, où ça se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Toujours dans cette idée d'aller grappiller les derniers points qui vous manquent, évidemment on joue 4 Merlin chèvres, une 4-3 pour 4 ancrables, qui leur 1, lorsque vous jouez ce personnage ou lorsqu'il quitte la zone de jeu, vous allez tout simplement gagner un éclat de l'or. Ça va vous permettre d'aller chercher ces points qui peuvent vous manquer pour vous assurer des débuts de partie assez tranquilles, surtout si votre adversaire, surtout quand vous êtes peut-être plutôt deuxième joueur, ou alors si votre adversaire s'attend à vous voir jouer aggro, vous pouvez tout simplement jouer des emberlificotages. Ça vous ralentit pas trop au tour 2 de remonter une carte problématique de votre adversaire dans sa main pour vous assurer des tours un petit peu tranquilles, gagner de la tempo, gagner du temps, gagner du lore, et donc vous rapprocher le plus possible de la victoire. Ensuite, toujours dans cette idée là, très bonne carte qui s'est rajoutée au 7-5, rassembler connaissance et sagesse, une action pour 2 non ancrables qui vous propose tout simplement de gagner 2 de l'or. Vous l'aurez compris, la principale faiblesse du deck aggro avant le 7-5, c'était cette incapacité là à finir les games à distance. Maintenant vous commencez à avoir vraiment de quoi le faire avec les Balou, les Donald, les Merlin, les rassembler, les connaissances. Ça vous donne vraiment tout simplement de la distance. En fait, vous êtes dangereux assez tôt dans la partie, donc c'est plutôt un très bon point pour un deck qui se veut aggro. Évidemment, on embarque les Chromicon d'Améthyste, puisque ça va vous permettre tout simplement de piocher énormément de cartes gratuitement. En gros, vous allez piocher 2 cartes par tour à partir du moment où vous arrivez à poser cet objet-là. Tout simplement 2 cartes par tour, c'est potentiellement de l'horreur à 2 sur le board, donc votre adversaire ne va pas
avoir le temps globalement de respirer, il va devoir tout le temps agir et réagir à ce que vous faites, et c'est en ça que le deck est très intéressant si vous aimez ce plan de jeu là. Et enfin des bibliothèques, parce que ça coûte pas très cher, ça a beaucoup de volonté, ça vous fait l'orée 1 au début de chaque tour, ça coûte pas très cher de mettre vos personnages dessus, et c'est important que ça coûte pas cher puisque vous voulez tout le temps proposer des nouvelles menaces à votre adversaire, donc vous voulez pas perdre trop de temps à déplacer vos personnages dessus. Et la compétence évidemment de la bibliothèque, c'est lorsqu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte, c'est tout simplement extraordinaire dans votre plan de jeu très aggro. Voilà globalement pour le deck aggro. On va passer tout de suite, parce qu'il y en a un petit nombre à faire, on va passer tout de suite au deuxième deck. C'est un petit peu le grand perdant du 7-5. Je veux bien évidemment parler du Ruby Amethyst Moons, enfin grand perdant, disons il occupe plus le devant de la scène comme avant. Il est un petit peu en dessous quand même des autres decks qui ont bien progressé avec le 7-5. Tant mieux diront certains, dommage diront d'autres. C'est un deck que beaucoup de personnes jouent, donc je pense que vous allez être amené à le rencontrer lors des 7 championships, ou même à vouloir le jouer tout simplement. Alors c'est un petit peu la même ossature qu'avant, il n'y a pas grande nouveauté par rapport aux versions du 7.4, il n'a pas eu de très bons ajouts. Il va jouer tout simplement 4 adeptes de Chernabog et 4 balais magiques, parce qu'on veut piocher évidemment avec ce deck, on veut gratter des points de l'or et piocher petit à petit. En fait, en gros, c'est toujours pareil, c'est un deck qui va ne pas avoir de vraiment mauvais match-up, mais ne pas avoir de très bons match-up. C'est un peu le deck où vous allez devoir vous battre à chaque partie, toujours pareil. Faut prendre les trades au bon moment, partir à l'aventure au bon moment. En fait, il faut tout le temps un petit peu contrôler votre adversaire tout en piochant et tout en vous rapprochant de la victoire, parce que vous êtes un petit peu entre deux, vous n'êtes pas un deck aggro, vous n'êtes pas un deck contrôle, donc en fait il va falloir toujours réfléchir à quelle est c'est un deck qui va beaucoup réagir à ce que fait votre adversaire. Enfin, s'il fait rien, vous allez juste l'aurer évidemment, mais voilà, ça va vous demander beaucoup d'analyse, peut-être un deck assez fatigant à jouer, surtout si vous n'êtes pas très habitué à ce deck. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'il demande, il n'y a pas des sorties un petit peu autopilote. Alors si, on va voir, il y en a une qui peut marcher, mais il n'y a pas des sorties autopilote où vous allez tout simplement laisser le deck gagner la partie et vous allez juste poser des cartes à chaque tour et l'adversaire va être noyé sous tout ce que vous faites. Là globalement ça va être un deck de décision où c'est vous qui allez construire votre victoire. L'avantage c'est que chaque partie sera différente, c'est vraiment votre skill à vous qui va définir votre victoire. Donc évidemment on embarque le package Boons avec des Madame Mime Serpent au nombre de 4, des Madame Mime Renard 4 aussi, les fameux Merlin Chèvre et Merlin Lapin, Merlin Chèvre pour l'orée à distance et Merlin Lapin pour piocher. Ensuite, on a un petit peu quand même la sortie violente avec le Flynn Rider Faux Ami, une 2-2 pour 2 ancrables, killer 1 au début de votre tour. Si vous avez un personnage avec le plus d'attaque, enfin avec une attaque supérieure à celle de tous les autres personnages adverses en jeu, vous allez gagner 3 éclats de l'or. Donc évidemment, quand on joue un Flynn au T2, ce qu'on veut faire au tour d'après, c'est évidemment la Sissou combattante en hardy, une 1-4 killer 2 et qui a autant de force plus 1 en fonction du nombre de cartes de votre adversaire. Ça c'est surtout très fort contre les decks contrôle, puisque les decks contrôle vont être globalement lents. Vous, votre objectif avec votre rouge-violet, ça va être de passer en dessous du deck, d'aller plus vite que lui et de l'empêcher en gros de mettre en place son plan de jeu. La suite évidemment de la sortie un petit peu caviar avec Flynn Sissou, c'est évidemment de poser un château de l'arène pour un petit peu dire à votre adversaire, là il faut que tu réagisses, sinon tu as perdu quasiment dans un tour ou dans 2 tours. Le château de l'arène, vous connaissez, ça lore 2, ça fait piocher, ça a 7 de volonté et ça coûte 1 de déplacer vos personnages dessus. Pour vous aider dans la pioche, on va embarquer 3 maléfiques sorcières pour être sûr de repartir après les vagues de contrôle de vos adversaires, notamment du bleu-rouge. On va également jouer des Sissou
visiteuse audacieuse, parce que les decks aggro sont quand même présents, il faut les considérer dans la méta, et du coup la Sisu visiteuse audacieuse c'est une 1-1 pour 3 non ancrable qui est insaisissable, ça peut être intéressant aussi, et surtout lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse avec une force de 1 ou moins, et le bannir tout simplement. Vous en jouez que 2, parce que bon, vous avez plein d'autres moyens d'aller chercher des créatures embêtantes, mais voilà, ça peut vous aider, et en plus ça vous permet de potentiellement altérer la grosse Sisu, sœur responsable, une 5-4 pour 8 non ancrable qui s'altère pour 6 et qui leur 3, et lorsque vous la jouez c'est tout simplement un mini raceboard, puisque tous les personnages adverses qui ont 2 d'attaque ou moins vont être bannis. Ensuite, qui dit rouge dit évidemment 4 Maui, idole des hommes. On embarque 2 Tremaine et 2 Medusa de manière assez équilibrée pour aller chercher soit les bonnes créatures grises, notamment les robins, etc., ou toutes les créatures un petit peu fortes, et les Madame Tremaine pour aller embêter les 2 principaux decks qui vont jouer de la discard et donc des personnages hors d'atteinte qu'on va voir un peu plus tard. 3 bagarres, parce qu'il faut bien pouvoir se défendre quand même contre certaines sorties, notamment contre des Diablos par exemple, enfin contre des petites créatures qui peuvent vous embêter en début de partie. Avant que votre deck se mette en place, vous êtes globalement un deck où vous allez aimer la fin du milieu de partie. C'est là où vous êtes globalement le plus fort, vous allez pouvoir faire pas mal de choses pendant le tour, piocher, contrôler, lorer, partir à l'aventure, enfin faire vraiment plein de choses. Évidemment, mes amis de l'au-delà, en x4, c'est un de vos moteurs de pioche les plus puissants dans ce deck. 3 soyez prêtes, parce que si jamais le board adverse devient ingérable, vous voulez pouvoir détruire le board, et puis si vous avez réussi à setup un château de la reine, c'est tout simplement parfait pour aller gratter vos points de l'or. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce deck, un deck qu'on connaît, hein, qui est globalement assez équilibré, même si avec le 7-5 il est un petit peu à la trend, je trouve, dans cette méta. On enchaîne avec un des decks discard, un des decks qui pour moi est très fort. Alors je l'ai mis en 5e position, mais c'est parce que je pense que c'est un deck qui demande énormément de maîtrise et donc d'entraînement. C'est pas un deck qu'on peut décider un petit peu sur un coup de tête de jouer, je pense. C'est évidemment le vert jaune discard, chanson discard. Alors comment est-ce qu'il fonctionne celui-là? Eh ben il embarque tout simplement les meilleures cartes vertes et surtout les meilleures cartes jaunes, et quand même un combo pour détruire le board et reprendre le board à votre avantage. Donc évidemment, qui dit très bonne carte verte, il va forcément... très bonne carte. En fait, maintenant, en vert, vous avez le choix entre Diablo et Clarabelle pour la pioche. C'est vraiment les 2 grosses cartes de pioche du vert. Pourquoi est-ce qu'on n'embarque pas Clarabelle? Et bien tout simplement parce que vous avez un plan de jeu discard. Donc l'objectif, c'est que votre adversaire n'ait pas de carte en main. Et donc Clarabelle serait complètement contre-intuitive dans ce deck-là. Elle n'a absolument pas sa place dans ce deck-là. Par contre, le Diablo, lui, a toute sa place. D'autant plus que le petit Diablo est toujours très fort en vous donnant de l'information gratuitement. Vous embarquez le Diablo messager dévoué. Comme je vous l'ai dit, vous êtes très axé chanson. Comme vous pouvez le voir, vous en avez 20. Donc ça va être assez facile d'altérer votre Diablo messager dévoué dès le tour 2 pour profiter évidemment de beaucoup de pioches. C'est ce que vous voulez faire avec ce deck. Vous embarquez 4 tristes cires, tout simplement parce que c'est insaisissable, tout simplement parce que en fin de partie, je pense notamment au bleu-rouge, il va avoir du mal à gérer votre triste cire, puisque les bagarres ne vont pas le chercher, les Sisu, les grosses Sisu ne vont pas le chercher, les petites Sisu non plus. En gros, c'est un petit peu votre... et puis si l'adversaire veut vous le trade avec une carte qui aurait hors d'atteinte, insaisissable pardon, c'est quand même un joli petit trade que vous allez lui proposer. Mais je pense vraiment qu'il est dans cette version là, tout simplement parce qu'il a 3 de force, et que 3 de force ça lui permet de passer au-dessus de beaucoup de contrôle, et
Du coup ça peut être très intéressant, notamment contre le match rouge-bleu, puisque c'est, bon, vous vous en doutez, hein, le rouge-bleu c'est un peu le deck dominant de cette méta, donc pour tous les decks qui sont un peu en dessous, il faut faire avec le rouge-bleu, il faut jouer en fonction un petit peu du rouge-bleu. Toujours pareil, donc pour jouer en fonction du rouge-bleu, mais aussi tout simplement parce que c'est une excellente carte qui en plus active votre plan de jeu Défausse, c'est évidemment Ursula Embobineuse, une 1-3 pour 2 en Crab Killer 1 et qui vous permet de regarder la main de votre adversaire encore et de lui défausser la chanson que vous voulez. Bien timé. Ça peut tout simplement vous faire gagner des parties, c'est une excellente carte, et en plus, comme si ça suffisait pas, dans cette version là vous allez embarquer les muses hors d'atteinte, donc elle, quand elle arrive sur le board, globalement il y a peu de choses qui peuvent la déloger hormis les gros contrôles du rouge, et surtout elle va vous permettre, grâce à sa compétence du gospel pur, à chaque fois que vous allez jouer une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Alors vous pouvez évidemment bounce les créatures adverses, mais vous pouvez aussi bounce vos créatures. Pourquoi pas une Ursula si vous vous rendez compte que votre adversaire a plein de chansons embêtantes, vous pouvez la jouer, la remonter en jouant des chansons avec les muses pour pouvoir ensuite la rejouer et vous assurer que votre adversaire n'ait plus les chansons qui vous embêtent. Vous pouvez aussi remonter l'excellente Ariel dans un deck chanson. On connaît tous Ariel, chanteuse exceptionnelle, une 2-3 pour 3 en Crab Killer 1 qui est Meloman 5, et lorsque vous jouez ce personnage, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche, vous révélez une carte chanson parmi elles, la mettez dans votre main et mettez le reste sous votre pioche. C'est tout simplement un petit peu la carte centrale de tous les decks chansons, enfin qui veulent baser une partie de leur stratégie sur les chansons. Vous en jouez 20, donc forcément c'est très fort. Vous allez pouvoir chanter toutes vos chansons, sauf Sous l'océan qui demandera d'être chanté par plusieurs personnages. Vous allez pouvoir la remonter avec les muses pour aller creuser toujours un peu plus votre deck et trouver les chansons qu'il vous faut. Qui dit plan de jeu Défausse dit évidemment Prince Jean, le plus cupide de tous, hors d'atteinte lui aussi, une 1-2 pour 3 dans Crab Killer 2. C'est beaucoup au passage, vous pouvez, lorsque vous pensez que vous êtes assez safe, vous pouvez vous permettre de partir à l'aventure et ça va très très vite si vous avez des princes Jean sur le board. Chaque fois que votre adversaire se défausse d'au moins une carte, vous pouvez piocher une carte. Tout simplement, c'est un très très bon moteur de pioche qui se combine parfaitement bien avec Diablo et évidemment avec votre plan de jeu Défausse. L'Akita, qu'on ne joue pas en version alter parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. L'Akida qui est là, bon pas uniquement mais en grande partie pour vous permettre de nettoyer le board adverse. Je vais vous montrer juste après. C'est évidemment une 3-5 pour 5 en Crab Killer 2. Ça fait toujours plaisir d'avoir un loreur à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages subissent -3 jusqu'au début de votre prochain tour. Et du coup ça va vous permettre de chanter des Sous l'océan tout simplement diaboliques qui vont globalement raser le board adverse, enfin mettre toutes les cartes de votre adversaire sous sa pioche, et ça peut vous permettre de respirer et de faire des très très gros tours de l'or, parce que on joue un deck qui a du mal à se défendre sur le board. On va embarquer des Kriki qui vont vous permettre de tout simplement de booster vos créatures sur le board et de pouvoir prendre des trades qui vous arrangent, en plus d'être un loreur assez exceptionnel. Il lore pour 3, c'est une 3-4 pour 5 en Crable. Pourquoi s'en priver? On en embarque du coup seulement 2. On ne veut pas l'avoir dans vos mains de départ à chaque fois, mais ça peut vous permettre de faire des choses très très fortes. Pour compléter, enfin pour tout simplement faire ce package discard, vous allez jouer seulement 4 actions, 4 tu m'as oublié pour 4 ancrables, une action qui dit chaque joueur se défausse tout simplement de 2 cartes de sa main. Voilà, ça fait mal, votre adversaire va pas du tout vous apprécier lorsque vous allez faire ça. Si vous avez le prince Jean en jeu, ça devient tout simplement diabolique. Vous lui faites défausser 2 cartes, vous en piochez 2. Bref, c'est le genre de carte qu'on adore dans un plan de jeu défausse évidemment. Ensuite, pour compléter ce plan de jeu défausse, on va embarquer les Il en faut peu pour être heureux, qui synergise parfaitement bien avec le petit Diablo, la Ursula, pour prendre l'information sur la main adverse et ensuite aller sélectionner spécifiquement les cartes qui vous embêtent le plus au moment où vous jouez cette carte là. Donc tout simplement du délice. En plus ça va vous activer votre prince Jean. Vous allez aussi pouvoir activer vos muses et donc remonter un peu ce que vous voulez. Bref, une carte qui est parfaite dans ce deck là. Ensuite 4 Cruel Diablesse, évidemment on veut faire défausser
défausser l'adversaire, donc on ne se prive pas. Une chanson pour 2 qui fait défausser, évidemment qu'on va la jouer, qui est active en plus comme je vous l'ai dit, juste avant le Prince Jean et les Muses, c'est évidemment parfait. 2 secondes, je vais juste couper Discord pour pas que ça vous embête avec les notifications. Et voilà, et on repart immédiatement sur l'analyse de ce deck. Ensuite on va jouer des Peignons les Roses en rouge, tout simplement parce que l'adversaire aura pas tout le temps un board monstrueux qui nécessite une gestion avec Kida. Des fois il aura peut-être une créature qui va vous embêter, du coup forcément Peignons les Roses en rouge c'est parfait, ça va vous permettre d'une de piocher, 2 de chanter, donc d'activer vos personnages qui s'activent avec les chansons, et de baisser la force d'un personnage de jusqu'à 2 personnages adverses qui vont subir -1 chacun pour le reste de ce tour, et donc vous permettre de chanter des sous l'océan plus efficaces. Évidemment, nouvelle carte du 7-5 qui est très versatile et très forte, c'est le Pour les hommes, pour 4 ancrables, une chanson qui vous permet de choisir un personnage, un objet, un lieu, et de le mélanger dans la pioche de son propriétaire. Ce joueur pioche 2 cartes. Vous pouvez jouer sur votre adversaire pour vous débarrasser de quelque chose, lui redonner des cartes en main et vous permettre de lui faire défausser ces cartes-là, et donc d'activer votre Prince Jean. C'est important, il y a beaucoup de joueurs qui vont comprendre votre plan de jeu et qui donc vont se mettre globalement à 0 cartes pour vous empêcher d'activer vos Prince Jean, pour vous empêcher de piocher plein de cartes et de prendre vraiment un avantage conséquent, et de vous réduire un petit peu tous les deux au top deck. Et au top deck, il y a de fortes chances que votre adversaire soit meilleur que vous. Du coup, pour les hommes, c'est très bon pour ça. Ça peut aussi vous permettre de vous débarrasser, de remettre une de vos cartes dans votre pioche pour pouvoir piocher 2 cartes et continuer à avoir des solutions à proposer à votre adversaire. 4, ne parlons pas de Bruno parce qu'on joue un deck Défausse. Évidemment, si vous avez réussi votre plan de jeu Défausse, eh ben, ne parlons pas de Bruno, c'est tout simplement monstrueux. Même si vous n'avez pas réussi totalement à faire défausser votre adversaire, ça va activer la défausse et donc vous permettre de faire plein de choses. 3 sous l'océan parce que comme je vous l'ai dit, on a du mal des fois à nettoyer le board adverse, ça peut nous aider grandement. Et 2 crics cachés, tout simplement pour vous permettre de survivre plus facilement, de protéger vos petits diablos contre les match-up gris, voire même contre les match-up rouge-bleu, puisque vos créatures globalement vont passer à 3 de force, enfin sauf le Prince Jean, mais les autres créatures que vous allez mettre dans la crique vont être un petit peu hors d'atteinte pour le contrôle un petit peu du rouge-bleu, donc on ne s'en prive pas, on apprécie grandement. L'autre deck que j'ai mis juste au-dessus, c'est le vert-violet Tempo Bounce. Pourquoi je l'ai mis au-dessus? Bien pareil, parce que je pense que c'est un deck qui est assez technique à jouer, c'est peut-être même le deck le plus technique de la méta, faut voir avec le Grijon Song évidemment, mais je trouve que c'est un deck qui est assez compliqué, qui vous propose un arbre de choix qui est assez énorme, qui est très intéressant à jouer au demeurant, mais qui vous demandera un petit peu plus de doigté que de commencer avec des decks qui sont un peu plus intuitifs. Comment est-ce qu'il joue du coup ce deck là? Vous allez avoir des Big Ben. Alors Big Ben, c'est évidemment un faux T1, vous n'allez pas vouloir le jouer tour 1, c'est pas la carte que vous allez garder au mulligan typiquement, vous allez vouloir la piocher plus tard et pouvoir activer sa compétence, puisque lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui gagne charge pour le reste du tour. Vous le comprenez, le but ça va être de jouer des cartes, de leur donner charge un petit peu en effet de surprise pour aller accomplir ce que vous voulez. Lorsque vous êtes joueur 2, je pense, vous allez aimer jouer des Rafiki combattants mystiques au tour 1, puisque c'est des cartes qui vont un petit peu loquer le board adverse, vous permettre de prendre des trades avantageux et de dire à votre adversaire attention, j'ai un Rafiki sur le board et il est là pour se bagarrer. Évidemment, vous allez jouer du coup l'autre pendant de la stratégie verte cette fois. Vous n'allez pas vouloir faire défausser toute la main de votre adversaire, du coup vous allez plutôt embarquer la grande Clarabelle pour vous assurer beaucoup de pioches en milieu fin de partie, puisque c'est pour une 5-6 pour 7 ancrables killer 2 qui s'altère pour 5. À la fin de votre tour, vous choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous en piochez jusqu'à en avoir autant que lui. Ça va vous permettre de tout simplement jouer le maximum de cartes dans votre tour, de compléter votre main avec le nombre de cartes que votre adversaire a, et du coup d'être vraiment très menaçant.
Donc vous allez jouer un T1, enfin un support à alter, la Clarabelle invitée maladroite, une 1-2 pour 1 ancrable, Killer 1, qui se kick pour les amateurs de Magic, c'est-à-dire que vous pouvez payer plus cher ce personnage pour faire un effet supplémentaire, et en plus l'effet est plutôt fort puisque vous allez pouvoir la jouer pour 3 et aller détruire un objet adverse. On pense au plan de jeu évidemment bleu-rouge qui va vouloir mettre en place des objets. Vous pouvez tout simplement lui mettre des beaux bateaux dans les roues, des beaux bâtons dans les roues avec cette Clarabelle invitée maladroite. Ensuite, on a un seul Onda ensorcelé, parce que Onda ensorcelé, c'est toujours très pénible à aller chercher pour l'adversaire. Ça lui impose souvent une gestion autrement que par le board, et s'il ne le gère pas, ça lord très très vite et très très fort. Alors après, ça c'est un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi compléter un carré, en gros le 1 Onda ensorcelé, vous pouvez choisir de le répercuter soit pour avoir 2 Big Ben, 3 Rafiki ou 4 Clarabelle, c'est un petit peu vous qui allez choisir. Ensuite, qui dit violet dit package boons évidemment, donc la Madame Mime Serpent en x4 puisque vous allez vouloir reprendre des personnages en main et surtout les protéger un petit peu ou juste rejouer des personnages qui ont des effets d'arrivée en jeu, donc c'est toujours aussi fort puisque une 3-3 c'est un body très solide. Le meilleur T2 du jeu à l'heure actuelle pour agresser un petit peu votre adversaire, c'est évidemment le Banzai Prédateur Vorace, une 3-2 pour 2 non ancrable Killer 2. Pourquoi est-ce qu'elle est très forte cette carte? Tout simplement parce que elle va lorer très très fort et très très vite, et en plus elle vous propose un body très intéressant puisque l'adversaire va y laisser des plumes lorsqu'il va venir la trade. Mergotel, puisque vous allez vouloir là aussi faire un petit peu cette bascule à un moment donné. Vous allez vouloir reprendre le board à votre avantage si vous l'avez perdu ou si vous ne l'avez jamais eu en étant deuxième joueur. Cette Mergotel là elle est parfaite pour ça, puisque pour 2 ancrables, une 1-3 Killer 1, vous allez là aussi pouvoir la kick, parce que la jouer pour 2 c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'elle est présente en 2 exemplaires seulement, puisque pour 5 vous allez tout simplement la jouer et pouvoir bounce un personnage adverse qui vous embête tout simplement. Vous allez pouvoir le remonter dans la main de votre adversaire, donc c'est très très fort. On joue évidemment, mince, je me suis trompé, j'ai cliqué juste en dessous, la Ursula embobineuse, puisque c'est une très très bonne carte en vert. Ici, l'objectif principal, ça va pas être de défausser les cartes de votre adversaire, mais vraiment de l'empêcher de jouer les chansons qui peuvent vous embêter au moment où ça vous embêterait le plus. Donc évidemment, une carte qu'on veut timer à la perfection et qu'on aimera remonter si jamais on en ressent le besoin évidemment. Des Madame Mime Renard, toujours pareil, le package Boons on connaît, qui en plus permet d'aller prendre des trades. Le Merlin Crabe, parce que toujours pareil, le vert souffre un petit peu de sa puissance intrinsèque, donc le Merlin ça peut vous permettre d'aller prendre des value trades, et en fait ce deck là a besoin d'être dominant sur le board pour être efficace à 100%, et donc vous allez évidemment jouer des Merlin Crabe pour aller prendre les trades qui vous intéressent. Toujours pareil dans cette idée de faire basculer la game à un moment donné, évidemment le kit dur à cuire sera très très fort sur votre T3 pour prendre l'avantage sur le board. Un petit peu moins à la suite de la partie, c'est pour ça qu'on en embarque que 2. Le Tiberius Rourke qui maintenant s'est fait sa place dans la méta et qui vous permet d'empêcher votre adversaire de faire la course lore avec vous, et en plus de l'obliger à prendre des trades ou même de sacrifier des créatures forte sur le board, en plus de lui faire baisser ses points de lore. Donc voilà, une carte qu'on connaît maintenant et qui est toujours aussi intéressante à jouer. Qui dit violet dit évidemment des Merlin Chef pour pouvoir aller gagner les points de lore qui peuvent vous manquer. 4 Merlin Lapin évidemment, parce qu'on aime piocher toujours autant dans ce jeu. Une seule belle mystique accomplie que vous n'allez pas jouer du tout pour son alter, mais bien parce que c'est une 4-4 pour 5 en crabe Killer 2, et lorsque vous jouez ce personnage, vous allez tout simplement pouvoir déplacer jusqu'à 3 de ces jetons dommages, déplacer jusqu'à 3 jetons dommages de vos jetons dommages sur un de vos personnages vers un personnage adverse de votre choix. Ça vous permet du coup, comme un petit peu la Madame Mime éléphante, de ne pas perdre de temps et de continuer
à pouvoir prendre les trades, partir à l'aventure, tout en gérant un petit peu le board adverse à distance. La nouvelle Elsa qui est tout simplement redoutable, une 2-5 pour 5 en crabe killer 1, qui a charge et qui est insaisissable, deux mots-clés qu'on adore voir ensemble, et comme si ça ne suffisait pas, sa compétence cristallisation vous permet, lorsque vous jouez ce personnage, de choisir un personnage adverse et de l'épuiser, donc de tout simplement pouvoir aller prendre le trade que vous voulez. Deux Mergotel, conspiratrice inflexible, parce que vous jouez d'une part les petites Mergotel et parce qu'elle a quand même un body assez intéressant en fin de partie. C'est une 4-6 pour 6 ancrable killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le renvoie dans sa main. Toujours pareil, cette volonté de temporiser un petit peu le board adverse jusqu'à ce que vous soyez prêt à gagner. Deux Ursula, reine sorcière des mers. Pourquoi est-ce qu'on la joue? Tout simplement parce que sa compétence va venir embêter votre adversaire, puisqu'il ne pourra plus chanter avec ses personnages. Donc ça peut embêter une grosse partie des Steel Song. Ça embête beaucoup moins évidemment le bleu-rouge, quoique ça peut quand même l'embêter. Et aussi, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser. Ça aussi, ça va embêter votre adversaire. C'est un peu dans cette optique de toujours avoir l'initiative sur le board. C'est vous qui allez choisir les bons trades pour vous, pour garder cet avantage sur le board, et c'est là où c'est important. Elle s'altère pour 5, donc ça peut aussi faire 3 petits points, 3 points de lore bonus en l'altérant sur évidemment la Ursula embobineuse. Donc l'adversaire devra le prendre en compte quand il va jouer contre vous, que voilà, vous pouvez faire un petit bond dans le scoring grâce à la Ursula sorcière des mers. 4 mes amis de l'au-delà parce qu'on joue du vert, et enfin 2 pour les hommes parce que si jamais l'adversaire joue des lieux, des objets qui peuvent vous embêter, ça peut être intéressant de les détruire facilement, et si vous avez des problèmes de pioche, de vous refaire une main et de repartir tout simplement. Ensuite on entre dans le top 3, si je dis pas de bêtises, des meilleurs decks de la méta, enfin pour moi les decks qui ont le plus de chances de perfer. C'est évidemment le deck surprise un petit peu de la méta que personne en tout cas n'avait vu venir, et je pense qu'il va falloir composer avec pour les 7 championships, notamment parce qu'il est très fort, mais aussi parce qu'il joue avec la base du deck Bucky Discard qui n'existe plus, et je pense que beaucoup de joueurs en fait avaient investi dans ces cartes là, et du coup c'est parfait d'avoir ce deck qui revient sur le devant de la scène. C'est un deck évidemment discard, mais qui va jouer non plus avec le Bucky, mais avec le Prince Jean. Alors là, je vous présente la version de Zan Sayed, tout simplement celle qui a gagné le Lorcana Challenge de Las Vegas. Il embarque évidemment le package de Diablo, le Diablo espion maléfique et messager dévoué, un peu dans la même optique que dans le jaune-vert discard qu'on a vu juste avant. On préfère le Diablo à la Clarabelle, puisque vous allez vouloir faire défausser l'adversaire, et donc la Clarabelle n'a aucun intérêt dans ce deck là. 2 crics cachés, exactement pour les mêmes raisons que dans le vert jaune discard, c'est pour protéger vos plus petites créatures, notamment vos diablos, vous assurez beaucoup de pioches avec. La petite spécificité, c'est que vous allez jouer 4 morphes gluants de l'espace. C'est assez intéressant, tout simplement parce qu'il va vous permettre d'accélérer vos sorties en vous permettant d'altérer très tôt la bête. Par exemple, si vous êtes sûr que le diablo ne passera pas, que vous n'avez pas vos crics, par contre si vous avez un morphe, bon, lui aussi, il va falloir qu'il résiste le tour où il est posé, mais l'adversaire sera peut-être un peu plus frileux à balancer une ressource sur votre morph, sachant que vous pouvez au tour d'après lui jouer un diablo ou altérer votre diablo. Donc en fait, vous allez vous assurer au tour 3, c'est quand même assez tôt, de pouvoir poser une bête. Alors la bête, elle va vous permettre, vous le savez, de piocher 2 au début de votre tour, mais aussi de vous accélérer énormément en termes de lore, surtout si votre adversaire la blesse mais ne la tue pas. Vous allez pouvoir partir très très vite et très très fort en lore, donc c'est très très intéressant. Vous allez aussi pouvoir altérer la fée clochette, tout simplement au tour 4, pour aller coller un point de dégâts à chaque adversaire. Et en plus, grâce à sa compétence Petit Pirate, elle va vous permettre tout simplement de reprendre le board assez facilement, de manière assez efficace. Vous allez embarquer 2 Anna. Alors elle aussi, c'est un personnage qui se kick, c'est-à-dire qu'on peut payer plus cher pour activer des effets supplémentaires, et elle en a un paquet d'effets supplémentaires. Pour 5, vous allez pouvoir la jouer, donc une 2-3 killer 2 quand même, et vous allez choisir parmi ces 3 effets. Chaque adversaire choisit une carte de sa main et la défausse.
parfait dans votre plan de jeu des fosses. Vous pouvez choisir un personnage qui va gagner plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Alors ça, je pense que c'est la compétence un petit peu la plus exotique dans ce deck là. Vous allez en général ne pas utiliser cette compétence là. Par contre la troisième est elle aussi très intéressante. Choisissez un personnage ayant au moins un dommage sur lui et bannissez-le. Évidemment si vous avez altéré la fée clochette grâce au morph le tour d'avant, vous allez tout simplement pouvoir détruire gratuitement pour 5, détruire la créature que vous souhaitez. Prince Jean, donc on en a déjà parlé, évidemment vous voulez bâtir votre stratégie de défausse, donc il vous faut le roi d'Adéphos. Ursula, la plus perfide de toutes, un petit peu le retour de cette carte là. Vous jouez quand même beaucoup de chansons, on va le voir juste après. Donc vous jouez du gris, donc évidemment vous allez jouer des chansons qui font des dégâts, et donc évidemment Ursula, la plus perfide de toutes, revient dans cet archétype là de manière très agréable, parce que je pense que beaucoup de gens, enfin elle avait complètement disparu des decklists depuis la fin de Bucky, et donc ça fait plaisir de la revoir pointer le bout de son nez. L'ajout du 7-5, c'est évidemment les pattes qui vont vous permettre de vous protéger un petit peu un tour des chansons adverses, notamment des Soyez prêtes que pourrait jouer votre adversaire, ou même contre un gris-jaune song, il y en a beaucoup. Ça va vous permettre tout simplement de mettre en pause sa stratégie principale et la stratégie où il excelle, donc c'est très très fort. Évidemment on a des muses, on l'a vu, vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite sur le deck. Ça va vous permettre de faire plein de choses, de combiner plein d'effets, donc elles sont très très appréciées en plus d'être hors d'atteinte. 4 hypnotisés, parce qu'on n'a pas accès malheureusement à Tu m'as oublié, donc on prend un petit peu la version verte de cette carte qui va vous permettre de faire défausser votre adversaire et de piocher une carte. Bon, si vous avez le Prince Jean, c'est d'autant plus fort. Les Cruelles Diablesses, parce qu'on veut activer ce plan de jeu défausse. Ne parlons pas de Bruno, toujours pareil, on veut faire défausser l'adversaire. Et du contrôle en début de partie avec des Perdus dans l'hiver et des Plus ardents que le feu des volcans, que vous allez pouvoir chanter en double avec votre Ursula. Donc c'est à ne pas négliger, ça peut faire beaucoup de choses. De cris de cachet, on l'a vu au début tout simplement, parce que ça va vous permettre de protéger vos créatures, de les rendre plus résistantes. Pourquoi s'en priver? On arrive au top 2, qui sont pour moi les 2 decks qui sont un petit peu au-dessus dans la méta, même si le vert gris, je pense qu'il est au coude à coude avec ces 2 decks là. Je pense que en gros le top 3 vous pouvez le mélanger un peu dans le sens que vous voulez, ça va dépendre de votre sensibilité à vous, mais globalement ces 3 decks là sont pour moi un petit peu au même niveau. Évidemment on connaît, alors là j'ai pris la version de Wafo qui a fait une très belle performance au Lorcana Challenge de Birmingham. Il avait tout simplement embarqué, on connaît, 4 Cendrillon, fait sensation au bal, 4 Robin des Bois, parce que vous embarquez évidemment son alter dans le package qui est tout simplement très fort, en plus d'être un chanteur à 5, 3 Porcinés pour passer en dessous du rouge-bleu, évidemment pour vous accélérer suffisamment, 4 Monsieur Mouche, parce que pareil, ça prend pas les bagarres, ça ne prend pas les 6 sous, et ça lore beaucoup, et vous allez pouvoir évidemment passivement, si je puis dire, activer sa capacité qui fait qu'il se blesse naturellement, et donc pouvoir activer votre réponse dessus de manière assez naturelle, sans chercher des trades ou autre. Juste en allant lorer, vous allez pouvoir gratuitement le blesser et donc piocher avec vos réponses. Vous en jouez 4 évidemment. 4 Ariel chanteuse exceptionnelle, parce qu'on joue 19 chansons, donc on veut en piocher et on veut les jouer au meilleur moment. Donc on prend évidemment la meilleure chanteuse, la meilleure carte dans cet archétype là. Donc on va pas s'en priver, on en joue 4. 3 Laurence, parce que Laurence c'est tout simplement très pénible, c'est une 4-4 lorsqu'elle n'a pas de blessure, c'est une 0-4 lorsqu'elle a des blessures, elle lore pour 2, elle active excellemment bien, donc vous allez pouvoir prendre un trade avec lui ou lorer avec lui, et en plus si vous prenez des trades, ça va activer évidemment votre réponse. 4 Navine, parce que un des principaux soucis de ce deck là avant le 7-5, c'est qu'il était compliqué de setup un chanteur à 5, il fallait que vous posiez un chanteur à 5, que l'adversaire ne puisse pas y répondre, pour ensuite pouvoir commencer à faire des choses un petit peu incroyables avec votre deck. Le Navine, il règle tout simplement ce problème, puisque c'est une 3-3 pour 4
non ancrable, Killer 2, qui est Méloman 6. Bon, le 6, on s'en fout un peu, ça aurait été 5, ça aurait été exactement pareil. Et surtout, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement une carte chanson coûtant 6 ou moins. Et du coup, vous le comprenez, tour 3, vous allez pouvoir aller chercher, évidemment, ce rêve bleu. Tour 5, tour 4, vous allez pouvoir jouer votre Prince Naveen si jamais votre Ariel n'a pas survécu, et tout simplement jouer le ce rêve bleu gratuitement, refaire une main. Si la Ariel a survécu, elle va vous permettre de chanter une autre chanson. Enfin bref, ça part totalement en cacahuète quand vous arrivez à faire ce genre de sortie là. 3 Cendrillon au cœur vaillant parce que c'est tout simplement un monstre une fois qu'elle est posée sur le board. Même le rouge-bleu va avoir du mal à aller la déloger. Donc on ne s'en prive pas, on joue les 4 petites Cendrillon, autant mettre le paquet sur la version alter. 19 chansons avec 3 il en faut peu pour être heureux. On veut quand même pouvoir aller piocher les cartes qui nous empêchent dans le deck, dans la main adverse, pour éviter que ça nous tombe sur le coin du nez. 4 perdus dans l'hiver, évidemment, on est un deck chanson, donc on va pas se priver, on joue les meilleures chansons en grise, donc 4 perdus dans l'hiver, 4 plus ardents que le feu des volcans, pour aller laver le board adverse. 4 quand soudain sur Van Zeus, on fait pas les choses à moitié, mais on veut se débarrasser facilement des créatures adverses. Et enfin 4 sur Rêve Bleu, on l'a vu. 16 non ancrables, le problème de ce deck c'est que des fois on brique, des fois ça ne sort pas comme on veut. Là on joue pas trop de non ancrables, et globalement je trouve qu'il est, c'est pour ça que je vous le présente cette version là, je trouve qu'elle est assez complète en embarquant des carrés plutôt que des fois des petites cartes un peu séparées qui complexifient un peu qui rendent sa sortie moins stable et donc parfois un peu moins évidente à manier, même si souvent évidemment ces cartes en un exemplaire sont là pour pouvoir pallier à certains problèmes du deck. Et enfin, le deck qui pour moi est évidemment, vous vous en doutez, le meilleur deck de la méta, c'est évidemment le rouge-bleu contrôle. J'ai tout simplement pris la version qui a gagné cette fois-ci le Lorcana Challenge de Birmingham, la version de Federico, un Italien si je ne dis pas de bêtises. Vous la connaissez certainement, vous l'avez certainement déjà croisée. En début de partie, votre but ça va être de vous accélérer en mana le plus vite possible, notamment via les plumes en forme d'arête. Les glaces à l'eau vont vous aider à ne pas vous essouffler, puisque vous allez avoir beaucoup de cartes qui vont vous permettre d'ancrer depuis votre main, donc vous allez vouloir ne pas tomber en rate de cartes. Donc évidemment glace à l'eau avec Flavorsham, c'est évidemment le combo que tout le monde connaît et qui est peut-être dans le viseur de Ravensburger, qui sait. En tout cas, on a eu des petits indices qui laissent à penser que le Flavorsham sera peut-être nerf prochainement, ou alors c'était vraiment juste une erreur, mais bon, en gros ils ont updaté l'application Lorcana en mettant le Flavorsham qui ne fait plus piocher qu'une carte. C'est évidemment extrêmement étrange de venir modifier une carte qui n'avait pas de problème depuis 8 mois, donc voilà, c'est peut-être un leak non volontaire de la part de Ravensburger, on verra. 4 typos pour vous aider à rejoindre le late game le plus vite possible tout en ancrant dans votre main. Des Sissou visiteuses audacieuses, puisque les decks aggro sont quand même présents, il faut faire attention. Vous allez vouloir vous débarrasser des créatures adverses les plus faibles. Vous jouez des blocs de glace pour permettre d'aller chercher aussi des créatures à 2 d'attaque et de la rendre donc bien plus puissante. Vous jouez des petits Sissou, notamment parce que vous allez aimer jouer au tour 6 les grandes Sissou en x4, parce que vous allez globalement pouvoir les jouer facilement pour 8, mais si vous pouvez les jouer pour 6, ça vous assure évidemment de laver le board un peu plus tôt et donc d'être plus tranquille plus tôt. Des grands-mères Tala, parce que vous voulez toujours piocher et sélectionner les meilleures cartes que vous allez avoir besoin, notamment parce que vous êtes assez fragile en début et milieu de partie. Des Maui, idole des hommes, parce que comme tout le temps en rouge, c'est un staple, c'est une carte qui est très forte et qui n'a aucune raison de ne pas être embarquée dans les cartes, dans les decks qui jouent la couleur rouge. De Madame Médusa, parce qu'on peut quand même avoir des problèmes avec les cartes qui sont à 3 de force, ou même à 4 de force, vu qu'on joue des blocs de glace. Ça peut vous aider à aller chercher des créatures pénibles en grise, notamment les Robins des Bois ou autres. Voilà, donc ça reste toujours très fort d'avoir une Madame Médusa dans votre pack, donc on ne se prive pas. Un Mufasa, alors ça c'est un petit peu la carte, je trouve, qui n'est pas obligatoire. Heureusement, vous avez beaucoup de manières
pour ancrer cette carte depuis votre main si jamais vous sentez que ça ne va pas vous servir à grand chose ou si vous la piochez trop tôt. Pour moi, c'est une carte en fait qui va vous permettre de gagner plus vite lorsque vous êtes devant, mais qui ne vous servira pas à grand chose lorsque vous êtes derrière. Donc voilà, on en joue une au cas où ça peut surprendre dans un match miroir, ça peut vous permettre de gagner 4 de l'or d'un coup et de faire un double tour si jamais il survit évidemment. 4 Tamatoa parce que c'est un petit peu votre condition de victoire vu que vous jouez des objets et le sous-fétiche. C'est un petit peu comme ça que vous allez rattraper le retard que vous avez accumulé en début et milieu de partie et clore les games de manière très brutale pour votre adversaire. 3 maléfiques dragons parce que quoi de mieux pour aller chercher les Tamatoa adverses que d'avoir des maléfiques dragons. Alors pourquoi je vous présente cette decklist là? Et bien tout simplement parce que le Federico a expliqué son choix de decklist et il était très intéressant puisque pour lui le deck bleu-rouge est le meilleur deck de la méta, donc il n'a pas du tout besoin de se tecker contre les decks qui lui sont naturellement inférieurs et qui sont donc moins forts. C'est à eux de s'adapter au bleu-rouge. Par contre, vu que c'est le meilleur deck de la méta, il faut qu'il prenne en considération lui-même. Donc il faut qu'il s'améliore significativement dans le match-up miroir. Et une des meilleures manières de gagner le match-up miroir, c'est de détruire tous les Tamatoa adverses pour l'empêcher de gagner comme cela. Et donc là les maléfiques dragons, c'est là où elles sont utiles et c'est là où elles entrent en combinaison excellemment bien avec la petite carte tech qu'il a mis dedans et qui est tout simplement incroyable. C'est l'arbalète de Croc de Dragon. Alors je vous la décris parce que je pense que beaucoup ne la connaissent pas. Pour 3 ancrables, vous allez pouvoir engager cet objet, payer 2 et faire subir -2 à un personnage adverse. Alors là ça active évidemment les 6 sous, la grande et la petite, donc ça peut être très intéressant, mais surtout c'est sa deuxième capacité. Lorsque vous l'engagez, vous pouvez bannir cet objet et choisir un personnage dragon et le bannir. En gros, les arbalètes vont être là pour aller détruire les maléfiques adverses et que vos maléfiques à vous puissent se concentrer uniquement sur le Tamatoa pendant que votre adversaire lui va devoir avec ses maléfiques faire un choix entre vos maléfiques et vos Tamatoa. Et pour lui c'était vraiment la clé du match-up, c'est d'être sûr de pouvoir détruire les Tamatoa adverses avec vos maléfiques et ne pas avoir besoin de prendre en compte les maléfiques de votre adversaire du coup avec les vôtres et de vraiment les gérer avec l'arbalète Croc de Dragon, puisque évidemment lorsque vous jouez Tamatoa vous allez pouvoir remonter un objet et pourquoi pas remonter une arbalète Croc de Dragon si vous êtes dans un match miroir. En action, on joue des cachez-vous. Ils préfèrent les cachez-vous au Cusco, qui sont évidemment beaucoup moins chers et qui font le même effet. C'est une action. Choisissez un objet, un lieu et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire face cachée, c'est pas facile à dire, et épuisé. Ça va vous permettre tout simplement d'aller enlever les lieux adverses et surtout les objets adverses, notamment le sous-fétiche dans les matchs miroirs. Vous en jouez que 2 parce que l'adversaire n'a que 2 sous-fétiches. Le détruire n'est pas très utile puisque le Tamatoa adverse va le remonter. Par contre, un cachez-vous et c'est terminé dans le match miroir. Donc globalement, vos maléfiques tapent les Tamatoa adverses, les cachez-vous détruisent les sous-fétiches. Si vous arrivez à faire ça, le match miroir est gagné et donc par essence, ce deck-là se place au-dessus des autres decks bleu-rouge et est donc la version un peu ultime du bleu-rouge contrôle selon Federico. Je partage globalement son avis, je pense que sa deck tech était très très intelligente et très maligne. Ça lui a permis de gagner un Lorcana Challenge, donc je pense qu'on peut aisément dire qu'il n'avait pas totalement tort sur toute la ligne. Vision de l'avenir, ça va vous permettre de creuser énormément en regardant les 5 premières cartes de votre pioche, en placer une dans votre main et le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est un petit peu, pour ceux qui se rappellent, le développe ton cerveau, mais en version gigantesque, bien plus forte. 3 bagarres pour aller challenger un petit peu pour quand même ne pas être à nu en début de partie et pouvoir aller ralentir les plans de jeu les plus agressifs en face, parce que si vous vous contentez juste de ramper en se disant on verra bien plus tard, souvent ce sera trop tard et vous aurez déjà perdu la partie. 2 jeux vol, pourquoi? Parce que Tipo, une fois qu'il aura fait lui-même ramper, pourra le chanter de manière très forte. Globalement tous vos personnages vont pouvoir chanter jeu vol et ça vous permet d'atteindre du coup le late game le plus vite possible. 2 bleus lumière,
seulement 2 parce que c'est son choix, je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, Bleu Lumière c'est une très bonne carte dans le match-up, dans le plan de jeu rampe, puisque ça va vous permettre de regarder les 2 premières cartes de votre pioche, d'en mettre une en encre et l'autre dans votre pioche, dans votre main. Donc une excellente carte, 2 soyez prêtes. Pourquoi est-ce qu'on n'en joue pas 4 dans un deck ultra contrôle? Et bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cartes vertes qui vont vous les enlever, donc c'est quand même globalement un peu plus dur à jouer qu'avant. Heureusement, ça avant c'était un petit peu trop chiant pour votre adversaire, et parce que vous embarquez quand même 4 Sissou sœurs responsables, 3 maléfiques, donc globalement, bon, voilà, vous allez peut-être avoir envie de détruire tout le board, mais la plupart du temps vous allez vouloir plutôt détruire le board adverse, et notamment si vous avez des Tamato en jeu, vous n'allez pas avoir envie de les détruire avec un soyez prête. Donc 2 soyez prêtes au cas où, et sinon on a suffisamment de contrôle pour ne pas avoir à l'utiliser. Pour les objets, c'est du classique, 3 blocs de glace, 4 glaces à l'eau, une arbalète croc-dragon, un grand dragon de pierre. Là aussi il a expliqué pourquoi il avait embarqué cette carte là, tout simplement parce que dans le ça lui permet en fait d'ancrer les cartes qui sont déjà mortes, donc que l'adversaire a déjà géré. Ça lui permet de ne pas avoir à sacrifier des ressources qui peuvent être utiles en fin de partie, mais plutôt d'utiliser les cartes qui ont déjà été détruites par votre adversaire pour continuer à ramper et ne pas sacrifier plus de ressources que ce que vous voudriez, et qui pourrait éventuellement vous manquer en fin de partie dans les match-ups les plus contrôle. 4 plumes en forme d'arête, bah, tout simplement parce que c'est un excellent outil de rampe. Ça va vous permettre de ne jamais avoir de problème de non ancrable, et de sous-fétiche, parce que c'est avec cette carte là que vous allez tenter de clore les games. Voilà pour les decks. Ah non, il reste ma petite decklist à moi, un petit peu mon métacall si je peux dire, enfin la decklist qui d'après moi pourrait tirer son épingle du jeu de l'émergence évidemment du vert gris qui va venir vraiment embêter le bleu rouge, je pense. C'est tout simplement le bleu gris qu'on n'a plus vu depuis la disparition de Bucky, puisque c'était un petit peu le prédateur naturel de Bucky Discard et il le faisait très très bien. Maintenant que le vert gris discard revient, je pense que le bleu gris pourrait tirer son épingle du jeu, puisqu'il est quand même plutôt fort contre le jaune gris, et je pense qu'il se place très très bien contre le gris vert. Donc voilà, je vous propose cette decklist là qui a perfait au Lorcana Challenge de Las Vegas ou Birmingham, je me rappelle plus d'où j'ai pris cette decklist là. Je l'ai un tout petit peu modifiée pour qu'elle me plaise un petit peu plus, mais c'est du classique. Ça embarque évidemment en T1 la sphère d'endurance et la glace à l'eau, 4 de chaque pour vous assurer énormément de pioches. Des T2 assez agressifs pour gagner le match contre le rouge-bleu, puisque vous êtes un petit peu en dessous du rouge-bleu. Vous allez donc jouer des Monsieur Mouche, des Mickey Mouse détectives pour tout simplement ramper différemment. En tout cas, vous n'allez pas ramper avec les typos, puisque là ça vous sert pas à grand chose. Enfin, vous allez préférer ramper avec des Mickey Mouse Detective, avoir un body un peu plus intéressant sur le board, puisque ce deck là va jouer aussi autour de la prise de board. 3 pattes pour aller embêter évidemment tous les decks qui jouent des chansons, et notamment les soyez prêtes du rouge bleu qui peuvent être tout simplement affreuses pour vous. 4 Flavorsham parce que vous avez besoin comme tout deck contrôle de toujours avoir une main pleine. 4 Big Ben, c'est un petit peu votre assurance vie dans tous les match-ups qui vont jouer du gris en face, donc notamment le gris vert et le gris jaune, puisqu'il va donner résistance +1 à tout votre board, lui-même étant hors d'atteinte. Ça va vraiment embêter les decks gris en face. 2 Chienpo parce que c'est tout simplement un mur très très dur à aller renverser, donc on ne se prive pas, on l'embarque évidemment dans le deck en 2 exemplaires, pas plus. 3 Ariel, collectionneuse de trésors. Elle en fait on la joue parce que forcément dans le match-up miroir il a plus de contrôle que vous, donc vous allez avoir du mal à setup vos Tamatoa. La plupart du temps ils vont être détruits par les contrôles de votre adversaire, notamment les maléfiques adverses. Les Ariel n'ont pas ce problème, elles ne prennent pas les maléfiques, elles ne prennent pas les Sissou, elles prennent que soyez prêtes, donc globalement
c'est tout simplement très fort. Une fois qu'elle est sur le board, elle lore 5, donc globalement si vous avez le sous-fétiche en jeu, ça va lorer très très vite. On est globalement dans le même ordre de grandeur qu'un beau Tamatoa qui va lorer des fois plus hein, évidemment, mais souvent lorer 4 ou 5. Le Tamatoa, ça va vous permettre de gagner des parties. Donc Ariel, c'est un petit peu une très très bonne alternative, enfin en tout cas une très très bonne manière de revenir aux vagues de contrôle successives que va vous proposer votre adversaire et ne pas tout simplement ne plus avoir de Tamatoa. On en joue du coup que 3 parce que souvent les Tamatoa vont être assez dur, assez top dans le match mirror. On va préférer, dans le match contre le rouge-bleu, on va préférer jouer des Ariel. Les Tamatoa, c'est vraiment pour tous les autres match-ups. Vous allez gagner avec un Tamatoa, globalement il va être intuable, une 5-8, si en plus vous avez résistance plus 1 dessus, ça devient un monstre. De Cusco, plutôt que l'action cachez-vous cette fois-ci, tout simplement parce que on joue des Big Ben, on veut prendre le board, on veut avoir un board assez costaud, donc les Cusco sont plus intéressants ici que les cachez-vous. C'est une 3-5 qui leur 2 pour 6. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir, pareil que les cachez-vous, choisir un lieu, un objet et le placer dans la réserve d'angle de son propriétaire face caché, décidément j'ai du mal, et épuisé. Et aussi, là aussi cette compétence là, vu que vous allez ramper et avoir souvent beaucoup de mana, ça peut être utile si vous n'avez pas touché vos Big Ben de protéger vos autres personnages avec la compétence sur invitation seulement, puisque vous allez pouvoir la payer plusieurs fois de suite pour stacker son effet. Pour 4, vous allez donner résistance plus 1 à tous vos autres personnages. Ça comprend évidemment les Big Ben, donc les Big Ben pourraient avoir beaucoup de résistance et donc aller lorer un petit peu gratuitement. 4 fait clochette, parce que qui dit prise de board gris dit évidemment fait clochette. 2 baboum pour gérer les créatures un peu pénibles que vous pourriez avoir en face en début de partie. 2 Quand soudain sur Vanzus, parce qu'on va pas se priver, c'est une très très bonne chanson. 2 Libérer délivrer pour aller gérer un petit peu n'importe quoi. 4 Se rêve bleu et 2 Tuons la bête. Alors 2 Tuons la bête, c'est peut-être un petit peu la carte la plus... pas borderline, mais disons que ça dépend ce que vous attendez rencontrer. Évidemment, s'il y a des match-up contrôle en face, des match-up aggro en face, ça va être du délice. Si vous n'avez pas de match-up contrôle aggro en face, c'est une carte morte. C'est pas très grave puisqu'on joue la plume en forme d'arête et qu'on va pouvoir l'ancrer naturellement. C'est un petit peu une carte tech que vous allez pouvoir jouer ou ne pas jouer suivant les match-up. Pour les objets, c'est du classique. 4 glace à l'eau, 4 sphères, on a déjà vu. 4 plumes en forme d'arête et 2 sous fétiche. Et petite carte originale, c'est la chaumière de Merlin qui va obliger les 2 joueurs à jouer avec la carte du dessus de sa pioche révélée. Alors ça c'était embarqué dans la decklist qui a perfait dans l'Orcana Challenge. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça fait en jeu, mais a priori ça peut aider grandement, ça peut vous donner forcément énormément d'informations sur ce que votre adversaire va piocher et donc vous permettre de réagir en conséquence, même si vous aussi vous allez lui montrer ce que vous allez piocher. Globalement vous c'est moins important puisque vous avez un deck contrôle, vous n'allez pas vouloir surprendre l'adversaire mais juste le contrôler de manière assez classique. Donc voilà, c'est un petit peu la touche exotique de ce deck là et qui donne vraiment envie de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour cette méta-analyse. Elle est assez solide, je pense. J'ai parlé beaucoup. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à liker, commenter et partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quel deck vous allez ramener. Si vous avez des deck tech un petit peu particulières, pourquoi pas les partager ici, ça pourrait être intéressant. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!